Retour dans cette émission numéro 69 de l'autre journal. Nous parlons de nos populations après 61 ans d'indépendance. C'est Ferdinand qui a fait une descente ce week-end à Kpémé et tu as vécu une situation. L'extraction de phosphate qui devait enrichir la population devient une source de malheur pour la population de Kpémé. Non, c'est pas cette semaine. Non. Je ne suis pas sorti de Lomé depuis un temps. Comme je t'ai dit, j'étais très souffrant là. Maintenant, ça va un peu mieux, mais bon. C'était en janvier, en fait, qu'on est parti à Kpémé avec des amis, et avec d'ailleurs le confrère Eric Gator, c'est lui d'ailleurs même qui m'a pris les images avec un téléphone amateur. On est allé sur ce site-là, regarder un peu. C'est vrai que par le passé, on a beaucoup écrit sur les phosphates, les dégâts, sur le plan environnemental, écologique, tout ce qui se passe là. Là, on est allé là, regarder un peu comment on déverse la boue de phosphate dans la mer. Vous avez vu, on va passer les images au cours de ce débat, vous allez voir comment est-ce que cette canalisation déverse les bouts de phosphate dans la mer. Ça ne s'arrête jamais, c'est ininterrompu, c'est comme ça. Et de lundi jusqu'à dimanche, 24 heures sur 24, il y a de la boue de phosphate qui rentre dans la mer et qui que la mer dérive de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire ça ne vient pas de ce côté, ça ne vient pas vers le port autonome de Lomé, mais ça va vers Anéron jusqu'au Bénin, jusqu'au Nigeria. Et même le Bénin et le Nigeria ont à un moment donné interpellé l'Organisation internationale de l'environnement parce que leurs côtes sont très polluées. Et quand vous allez vers Anéron, vous voyez que la mer change de couleur, c'est un peu verdâtre et tout ça. Et donc cette eau-là est polluante. Et c'est une pollution inimaginable, on peut dire même c'est un crime écologique. Et depuis des années qu'on le déverse dans le truc, et l'eau a été prélevée, a été analysée, il y a des métaux lourds qui sont dans cette eau-là, et donc ceux qui se baignent dans cette eau jusqu'à Anéron, jusqu'à même l'embouchure du lac Anéron sont souvent contaminés, prennent des risques, peuvent prendre du cancer et tout ce que vous pouvez imaginer. À Kpémé, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a même pas une seule route, une seule rue. Bon, Kpémé, je pense que c'est un gros village, ce n'est pas une ville. Il n'y a pas une seule rue qui est goudronnée dans cette localité-là. Il n'y a pas une école qui est clôturée. Il n'y a pas un dispensaire ou un hôpital de renom avec des spécialistes. Or, là-bas, ce n'est pas la production, là-bas, c'est le traitement. Le traitement du phosphate dans cette zone pollue toute la localité. Vous avez les gens qui ont les maladies des yeux, parce que quand vous voyez sur les images qu'on va diffuser là, il y a des arbres. Vous allez voir qu'il y a des dépôts de phosphate sur les arbres, sur les feuilles d'arbres. Si vous laissez votre voiture, ou bien vous-même vous portez un habit blanc, vous vous arrêtez là, en 10 minutes après, toute votre tenue devient rouge. C'est-à-dire devient, bon, pas totalement rouge, mais il y aura de boue, les dépôts. Parce qu'il y a un tuyau d'échappement, quand on traite le phosphate, les débris sortent là et les débris envahissent toute la zone. Et au Maroc, ils ont trouvé un moyen de ne pas... ils ont trouvé un filtre pour que les débris ne sortent pas, ne polluent pas la nature. Au Togo, avec tous les milliards qu'on engrange dans les phosphates, on n'a pas été capable d'acheter un filtre pour bloquer ce échappement-là, mais toute la zone est polluée. Et donc, les gens ont des maladies d'yeux, les jeunes ont des dents qui jaunissent, hein? Ne serait-ce que pour ces deux maladies-là, en attendant de voir les maladies que causent les métaux lourds, on peut avoir à Kpémé par exemple un dentiste de renom, on peut avoir un ophtalmologue, un bon centre de santé construit par comment dire, la Société nationale des phosphates, même pour soigner les gens. Il n'y a pratiquement rien. Maintenant, vous voyez l'eau que les gens boivent. Et donc, cette boue-là, elle va jusqu'à l'embouchure d'Anéron. Là où il y a la jonction entre le lac et la mer, elle rentre dans le lac et elle ensable le lac. C'est-à-dire qu'il y a un ensablement du lac. Oui, que les gens n'observent pas. Le lac se rétrécit, la profondeur du lac se rétrécit parce qu'il y a un ensablement du lac à travers cette boue-là. C'est quand nous étions à Sewatikope, chez le chef de Sewatikope, qui nous ont dit ça. Parce qu'ils sont au bord du lac, le village est au bord du lac. Ils nous ont dit, non seulement il n'y a plus de poissons dans le lac, mais ils retrouvent de la boue qui vient
du phosphate dans le lac. Alors, c'est un désastre écologique extrêmement grave. Et comment dire que ces phosphates-là, les gens qui ont géré cette boîte-là sont des milliardaires. Tous ceux qui ont été directeurs de la SNPT sont sortis milliardaires, pendant que les localités où on est en train d'exploiter ces minerais, les gens se sont appauvris. Non seulement les gens sont appauvris, l'exploitation est en train de créer des maladies, de détruire l'environnement sans que personne ne dise rien. Bon, aujourd'hui sur le papier, le Togo est actionnaire à 100% de la Société nationale des phosphates. C'est-à-dire que c'est un actionnariat unique. Mais c'est les Israéliens qui gèrent... Les Chinois avec les Israéliens qui gèrent le phosphate avec le fameux Ederi. Bon, sur quelle clause ces Israéliens gèrent nos phosphates? Mais ils le gèrent sans laisser une seule trace. Ils ne laissent pas de signature. Parce que quand il faut signer, c'est les Togolais qui sont des DG Pantin qu'on a mis devant qui signent. Mais l'Israélien, lui, il est derrière. C'est eux qui commandent les machines de rechange, c'est eux qui commandent les pièces, c'est eux qui vendent, c'est eux qui font le transport, c'est eux qui engrangent les sous. Alors, quelle est la clause qui lie le Togo à ces fameux intermédiaires israéliens, chinois, au point que aujourd'hui, les phosphates qui étaient un poumon de l'économie nationale, quand on voit le budget, il n'y a que des traces, ça ne rapporte plus rien, mais il y a des bateaux de marchandises qui partent tous les jours, on ne connaît même pas la contenance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toi et moi là-bas pour prendre un truc de mesure, pour savoir combien ils ramassent. En même temps, il faut quand même dire que c'est curieux. C'est curieux que la principale ressource du Togo, qui pendant longtemps a constitué 53% de l'exportation de tout le pays, soit devenue aussi rapidement une malédiction. Et quand vous voyez, on a l'impression qu'il y a un cerveau quelque part qui orchestre tout ça et qui finish à ses intérêts. Parce que avant que la société ne soit cédée en 2015 aux Israéliens, Elenito et à Wenfu, les Chinois, l'État qui a déjà engagé la procédure pour les associés, investit près de 200 milliards dans la société. C'est-à-dire que tu as une société qui ne marche pas et tu dis cette histoire ça ne sert à rien, je vais la vendre. Et au moment de la vendre, tu investis 200 milliards, il n'y a pas eu d'audit pour voir ce à quoi ces 200 milliards ont servi. Et donc les Israéliens et les Lito et les Chinois viennent avec des promesses mirobolantes. Ils disent à nous, d'ici 2 ans, nous allons produire 3 millions de phosphates concentrés, nous allons produire 500 000 tonnes d'acide phosphorique, et puis après nous allons produire des enrichissants pour l'agriculture. Les engrais à raison de 1,5 milliard. Et ici, le contrat, sur cette base-là, le contrat prévoit 2 clauses. Une clause qui dit qu'ils vont prendre en charge les conséquences environnementales. Et ça existe dans le contrat. Mais sans doute qu'il y a quelqu'un ou une structure quelque part qui encaisse de l'argent en contrepartie de cette disposition qui n'a jamais été mise en place. À côté, il y a une sorte d'aide systématique aux populations, notamment de ZIO, de veau et de lac de 77 millions, c'est pas énorme, hein, par trimestre. Et cet argent est versé régulièrement à la préfecture, aux 3 préfectures. C'est-à-dire qu'au lieu de léguer ça au maire actuellement, on continue de les verser aux préfectures, et les préfectures mettent ça dans un budget qu'ils appellent le budget de police et de surveillance. Au fait, c'est juste de quoi payer la bière et faire la fête entre le préfet et ses amis. Et en 2018, on a senti un léger remontée. On a eu une production de 1,1 million à peu près de tonnes, alors qu'on s'attendait déjà à au-delà de 3 millions. Donc on n'en a même pas eu la moitié. Le gouvernement ne s'est pas inquiété du tout. En 2019, on est resté à 800 000, donc à beaucoup moins. Donc il y a eu une chute de plus de 20%, je crois 21,5%. Et le gouvernement s'en fout éperdument. Et quand vous regardez ce système depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis un demi-siècle, quand ils se taisent sur quelque chose, c'est qu'on mange assez pour pouvoir parler. C'est parce qu'on a la bouche tellement remplie grâce à des tuyaux de ramifications diverses qui vont dans tous les sens. Parce que la corruption, si on n'arrive jamais à arrêter personne, si on n'arrive jamais à inquiéter personne, c'est parce que ça remonte le plus loin possible. Vous ne pouvez pas l'imaginer, ça remonte le plus loin possible. Quand Maganawe Florent est arrivé à la tête de cette société, c'est un sociologue qui ne comprend pas grand-chose du monde des affaires. On l'amène, il croit que c'est un gros village qu'il faut gérer à peu près comme une brousse égarée, et il reste, heureusement qu'il n'est pas resté très longtemps. Pendant ce temps, ils se sont rendus compte que pour atteindre le phosphate, parce que j'ai fait une enquête en ce moment et je suis allé le voir, pour atteindre le phosphate, les trous étaient tellement profonds que les machines dont ils disposaient ne pouvaient pas aller en profondeur. Et donc il fait une commande de 800 millions de francs CFA, et les commandes ne sont jamais venues. Il dit c'est fait arnaquer, on l'a juste déplacé calmement, on a trouvé un arrangement et on a continué. Avant lui, c'était un ami personnel du chef d'État qui gérait ça. Et donc vous vous rendez compte que
Et ça vaut, il faut insister sur cela, ça vaut 50% de la richesse nationale. C'est énorme. Et vous vous rendez compte que entre des amis, ils se le grillent, ils se le mangent calmement. C'est extrêmement inquiétant. Pour ce qui est de l'environnement, ça fait plusieurs décennies que cela dure. Et aujourd'hui, sans doute qu'il y a eu des morts, des dizaines, des centaines, des milliers de morts liés à ça, et personne n'a rien dit. Il a fallu que Ferdinand, autant que TV5, aille là-bas la dernière fois pour que ça suscite quelques miettes de débat. Et donc, il y a toutes les raisons de s'inquiéter. Cela fait aussi partie du passif de nos 60 ans d'indépendance qui n'ont servi à rien, sinon à ruiner même la terre qui nous restait. Quoi. Mais ça, c'est la face, ce n'est que la face visible de l'iceberg, quoique c'est très grave en voyant les images et les conséquences que les gens de cette localité vivent. Vous savez, les gens ont acheté des terres à Kpémé jusqu'à Goumkopé, mais ils ne peuvent plus vivre parce qu'ils ont tout le temps, chaque jour, des dépôts de phosphate. Donc, ils ont du feu. Oui, personne ne peut aller vivre dans un environnement aussi pollué. Même les gens qui sont à Néhon, ils doivent faire très attention quand ils se baignent dans la mer et tout ça, parce que la boue, ça va, toute cette zone est totalement polluée, vous voyez. Et quand on pêche même les poissons, pas trop loin de là, il doit y avoir forcément des contaminations de ces poissons-là. Alors, quand vous allez sur les sites d'extraction, pas très loin ici, à Djagblé, ici, vous remontez un peu Djagblé vers Aveta, il y a des villages là-bas qu'on appelle Zéglé et Sagonou, mais quand vous voyez le désastre, c'est de grands le désastre. Mais les gens sont à Lomé, mais les gens ne savent pas ce qui se passe juste à 5 km. Et vous savez qu'ils sont en train d'avancer. Un matin, ils vont dégager même Kégué, tout ça. Parce que le phosphate est arrivé jusqu'à ce niveau. Le phosphate est partout. Le phosphate, il y en a partout. Jusqu'à Kégué, tout ça là, il y a le phosphate. Tout Djagblé, tout ça est assis sur du phosphate. Et donc, puisque à chaque fois qu'ils finissent une étape, ils continuent de creuser. Bon, et puisque l'argent, ils le mettent dans leur poche, ils vont toujours continuer par creuser. Un matin, ils vont creuser jusqu'à la mer. Ils vont creuser jusqu'à la mer, et puis ils vont le dégager. Vous voyez, et donc, je pense que de temps en temps, il faut que les Togolais, et les responsables de société civile, nous les médias, les politiques, sortent un peu de leur salon pour aller regarder ce qui se passe à ces lieux-là. Vous savez, on a déplacé un village qu'on appelle Sagonou, de l'autre côté de la route. Mais le village est aujourd'hui à 7 ou 8 000 habitants. Il n'y a pas un centre de santé. C'est un village où on a déplacé les gens. C'est-à-dire, la SNPT a déplacé les gens sur un autre site où on a donné quelques miettes. Ils ne sont même pas foutus de construire une cité et de distribuer les maisons aux gens qu'on a déplacés de l'autre site. Ils ont juste donné quelques miettes aux gens d'aller reproduire leurs cases anciennes sur les terrains qu'ils auront alloués. Alors, chacun s'est débrouillé comme il veut, mais le centre, le village, il n'y a pas un centre de santé. Quand ils sont malades, il faut qu'ils viennent à Djagblé pour se soigner. Mais il faut aller voir le centre de santé de Djagblé, qui est une porcherie, tu vois. Et donc, il y a tellement de choses extrêmement graves qui se passent. On n'a même pas besoin d'aller à l'intérieur. C'est juste à côté que les gens peuvent aller voir, apprécier et avoir une idée de l'état de désastre dans lequel notre pays se trouve. Donc, c'est quand même incroyable. Max vient de le dire, ça rentre dans le passif de notre indépendance. Vous allez je sais pas, à Bassar là-bas, il y a une localité où on a exploité le fer. Banjeli. Il y a un type, je sais pas, un Indien là, mafieux qui est resté ici, je ne sais pas s'il est encore là, fait des dégâts. Ils ont ouvert une mine de fer là-bas. Ils ont exploité la mine. Et même il y a eu des ateliers dans lesquels le préfet de Bassar est venu se plaindre que même le responsable de la mine, lui, ne le voit pas. Ils transportent les mines clandestinement la nuit, tout ça. Un matin, ils ont disparu. Ils ont laissé la mine comme ça, ils ont pris beaucoup d'argent avec leurs complices togolais et puis un matin ils ont disparu comme ça. Ils ont fait le même chose dans la filière du marbre, dans le secteur, avec les ozos que tu connais, oui. Et le marbre par exemple, vous imaginez le Togo, le Ghana n'est pas producteur du marbre. Oui. A priori le Ghana n'en a pas du tout. Oui, et le Bénin n'en a pas. Le Bénin n'en a pas. Il vient chercher ici. De Pagala, au lieu de l'exploiter dans le compte du Togo, on déplace juste le marbre en état brut vers le Ghana. Oui. Le Ghana devient producteur du marbre. Oui. Le Togo n'est pas producteur. Le Togo n'est pas producteur. Et derrière ça, personne ne dit rien. Oui. Personne. C'est-à-dire qu'on déplace les blocs de marbre vers le Ghana et on le taille là-bas. Et on le met dans la production ghanéenne. Dans la production ghanéenne. Alors qu'au départ, ça a été pillé ici. C'est comme vous avez, quand vous prenez le rapport de l'ITIE, on voit bien que
le troisième minerai d'exportation du Togo, c'est-à-dire qui fait rentrer beaucoup d'argent après les phosphates, les clinkers et tout ça, c'est l'or. Mais où sont les sites d'or au Togo? Il n'y a pas de site orifère. Mais prenez le rapport de l'ITIE. Chaque année, l'ITIE produit un rapport. Lisez le rapport de l'ITIE, vous allez voir. Maintenant, où sont les sites de production d'or au Togo? Bon, c'est tellement qu'il y a vers la région centrale et tout ça, quelques traces où les gens font de l'exploitation artisanale. On en a vu les Chinois qui faisaient de l'exploitation clandestine vers Bafilo et Sokolé dans les brousses là-bas. Ils ont eu l'autorisation, je ne sais pas, du ministère des Mines. Il y a un réseau là-bas qui accorde des autorisations bizarres. Eux aussi prennent leur part. Mais une grande partie de l'or qui passe par le Togo, je rejoins ce que Max a dit, vient de la contrebande du Burkina et du Mali. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des réseaux qui sont dans la capitale togolaise, ils ont des amis là-bas, ils font de la contrebande de l'or, ça passe par le Togo et ça part. Et on compte ça dans la production togolaise. Vous voyez. Bon, il y a, en 2007, nous avons adhéré au processus de Kimberley, qui est un processus qui fait la traçabilité des diamants. Bon, est-ce que le Togo produit le diamant? Il faut qu'on fouille, il faut qu'on cherche. Parce que vous ne pouvez pas intégrer le processus de Kimberley si vous n'êtes pas producteur. Si vous n'êtes pas producteur. Donc, ça veut dire qu'il y a des mines, certaines mines qui sont cachées dans ce pays que personne ne sait. Parce que nous ne contrôlons pas l'ensemble du territoire. Il se peut que, bon, dans une brousse quelque part, il y a des gens qui sont cachés, personne ne sait ce qu'ils font. Quand vous voulez aller là-bas, on dit non, c'est une zone sécurisée, personne ne va y aller, mais on ne sait pas qui sont la nuit, qui rentre. Donc voilà ce que nous avons fait de notre pays, c'est-à-dire un Noumasland envahi par des bandes de prédateurs, chacun coupe une partie du territoire, il exploite ce qu'il veut, ils n'ont de compte à rendre à personne. Et au niveau des populations, le niveau de conscience que les gens doivent avoir pour mener une pression sur les gouvernants afin de contrôler ce qui est en train de se faire avec les ressources du pays, qui sont des ressources qui appartiennent à nous tous et aux générations futures. Les gens font comme si ça ne les concerne pas. Vous voyez tous les jeunes Togolais aujourd'hui, tout le monde fait dans le quotidien, et fait un peu de zémidian pour vivre, fait un peu de petites activités pour vivre. Quand tu leur dis, écoutez, nous avons des problèmes, il faut qu'on les règle. Ils ne sont pas capables de prendre de la conscience. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus à notre rédaction ici avec des problèmes de terre. Je leur dis, mais écoutez, mais comment vous pouvez laisser votre localité être envahie par des étrangers? Vous bradez vos terres. Allez voir vos chefs cantons, vos chefs de village, vos associations de développement de village. Vous faites une réunion, vous fixez une norme que désormais pour vendre les terres dans cette localité, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous avez des petits bandits qui sont des marcheurs, qui veulent violer les dispositions que vous créez dans la localité, il faut les emprisonner, les frapper. Mais ils n'ont pas été capables de faire ça parce que tout le monde veut vendre la terre pour espérer quelque chose. Vous vendez un hectare aujourd'hui à 500 000, mais vous perdez la terre pour toujours. Vous perdez la terre pour toujours. Alors 500 000, c'est en une semaine, il y a un mort, tout le monde vient dans son bois du tsunami là, et puis bon, on enterre le mort, les 500 000 sont finis. Merci beaucoup, messieurs. Je pense que nous allons quitter les mines togolaises pour nous transporter dans le Sahel, plus précisément au Tchad. La France ne permettra à personne de mettre en danger la stabilité de Tchad. Max, vous vous rappelez cette situation? Oui, déjà, en même temps, il faut dire, je ne sais pas si je suis très objectif sur la France parce que peut-être que je suis un peu francophile. Non pas acquaintance particulière, mais pas la peur d'être envahi par la Russie et la Turquie. Donc moi, je peux vraiment continuer à être exploité, même surexploité par les Français, parce qu'ils auront de compte à rendre devant l'histoire, devant des institutions, plutôt que des Russes, des Turcs. Et assez souvent, même nos populations ne font pas la différence entre un Russe bien blanc et un Français, quoi. Donc, franchement, ils peuvent faire ça. Oui, au Tchad, c'est quand même impressionnant. Déjà, les conditions de mort de Idriss Déby restent assez suspectes. Au niveau des Français, ils disent que ça ne doit pas être au front. Et que sans doute qu'il est allé au front, puisque Idriss Déby, il n'allait pas au front vraiment pour faire de la guerre, il allait au front pour faire le show avec des caméras militaires, tout ça. Donc il va, avant qu'il n'arrive, il y a 2000, son pays ça compte 140 000 militaires et policiers, donc il y a 2000 qui ratissent une brousse, il vient là-bas faire son show. À 69 ans, on va pas à la guerre, à peine tu tires une pylône, ça te renverse de l'autre côté. Et donc il va, il fait son show, quelques images et il revient en N'Djamena s'agiter. Et je crois que dans un show du genre, et chaque fois quand le sol est ratissé, il y a l'armée française qui sécurise l'air, on va dire, l'espace aérien. Oui, l'espace aérien. Et toutes les informations que nous avons
nous font croire qu'il y a eu ce ratissage, il est passé et après il est retourné, sans doute quelque part d'autre, qui n'est plus le front, on ne sait pas si c'est au palais ou quelque part d'autre, où il a pu être tué. Et quand vous voyez par exemple les plaies sur les images qui ont circulé et qui n'ont pas été démenties par le Tchad, vous voyez quand même que c'est des tirs à bout portant. C'est des tirs à bout portant et dans le dos, on voit un arrachage de chair qui est dû à un tir à bout portant qui est passé par le ventre, donc à l'avant, tout ça. Et c'est la même chose pour les tirs qu'on voit au niveau de la tête et tout ça. Et donc on peut se dire que, parce que quand on est dans une condition de guerre, il n'y a pas de tir à bout portant. L'ennemi est à quelques centaines de mètres, à quelques dizaines tout au moins. Et donc là, c'est quand même assez suspect. Et il y a des journalistes assez sérieux qui indexent directement la France ou d'autres pays. Maintenant, ce que Macron dit, ce n'est pas forcément une sorte de parrainage franco-française. Hein. Au-delà de ça, c'est aussi des questions sécuritaires qui se posent. Parce que la Libye, on a vu ce qui s'est passé après le départ de Kadhafi, les armes sont allées dans tous les sens. Le plus grand stock d'armes qu'on a après l'Algérie, dans toute la bande sahélo-sahélienne, c'est au Tchad. Et donc là, si le Tchad tombe, ça va être extrêmement compliqué aussi bien pour les forces françaises qui préparent avec le soutien un peu des Togolais leur départ dans les 2-3 années qui viennent. Et pour toute la sous-région, le Soudan qui est un pays extrêmement fragile avec un changement de régime qui bricole encore un peu, ça va être extrêmement compliqué pour toute la sous-région. Et moi, si la France peut contribuer à renforcer sa présence et à renforcer sa sécurité dans la zone là-bas, ça ne m'inquiète pas à haute mesure, même s'il peut y avoir des supputations sur des intérêts particuliers que les Français ont et sur lesquels on insiste depuis. On dit les Français ils exploitent de l'or ici, ils exploitent ceci là et personne n'en a apporté une preuve irréfutable. Moi j'ai pas encore vu de recherche journalistique, d'investigation journalistique précise sur le sujet. Et je me dis, dans un pays, sur un continent où l'Union africaine n'est capable de rien, elle dispose d'une force de sécurité, de paix qui, au lieu de s'occuper de la sécurité et des fronts, alors qu'il y en a de plus en plus sur le continent, court d'élection en élection à valider des élections de dictateurs. Et donc finalement, si l'Union africaine n'a aucune solution face à la question sécuritaire, si on peut avoir de l'aide de n'importe où, on est obligé d'accepter l'aide et de subir la contrepartie, à mon avis. Merci beaucoup, Max Ferdinand. On dirait qu'aujourd'hui, sur le plan international, même tout le monde a avalisé le coup d'État le fixe qui a pris la place du père. Je pense que d'abord, la descente de tous les chefs d'État à N'Djamena, là, une vingtaine. Ah ouais, une vingtaine presque. Ils sont plus allés introniser le fils d'Ébi que d'enterrer le père, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont allés introniser le fils et sans vergogne. Parce que là, on a jeté par-dessus bord les constitutions, tout ce qu'on imagine. On vient dire, bon, voilà la solution, vos histoires de constitution, là, laissez ça de côté. On a mis un peu de pression sur le président de l'Assemblée qui lui-même dit non, que moi-même j'ai dit je ne veux pas, que ça là, je ne comprends rien dans les questions de sécurité, donc moi je ne peux pas gérer. Et bon, moi j'accepte que l'autre n'a qu'à prendre ça. C'est-à-dire qu'il faut être bête, c'est-à-dire que quand on est un homme là, quand le bonheur frappe à ta porte là, il faut être tellement con et idiot pour venir dire devant les médias que non, toi-même tu as vu, tu as dit non, je ne peux pas. Hein, tu vois, ici on a connu à la base Bonfou, même s'il a été panthère et s'il n'avait pas un grand niveau, après il est rentré dans le bain, il faisait son petit show devant les militaires, tout ça là. Bon, voilà un monsieur. Tout lui tombe dans la main et il refuse de prendre. Bon, moi, je veux revenir. Tu sais, l'histoire du Tchad a été toujours une histoire d'armes. Et ça, les gens oublient facilement. Le Tchad, les problèmes au Tchad se sont toujours réglés par les armes. C'est les guerres. Vous voyez. Les clans. Il y a des clans, et les ethnies, tout ça. D'abord, il y a eu une stabilité dans les 15 premières années avec le président François Tombalbaye jusqu'en 1975. Dès qu'il a été assassiné, il y a eu des troubles parce qu'il y a une rébellion qui a été créée qu'on appelait le Frolina, je pense. Et à la suite, juste d'un fait banal, le président Tombalbaye, qui est du Sud, à un moment donné, a pris une décision pour taxer les têtes de bœuf. Et c'est les nordistes qui en produisaient, qui sont des éleveurs. Ça a créé une guerre civile, vous voyez. Et Tombalbaye a été assassiné avec le complot étranger, tout ce que vous savez. Après Tombalbaye, il y a eu Félix Maloum,
je pense, qui est venu, il n'a pas trop duré, il est aussi passé. Après, il y a eu les barbus, les gens qui avaient les cheveux là, Goukouni, Oudey et Hissène Habré, qui se sont livrés à une guerre fratricide avec l'appui de la Libye. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que la Libye intervient au Tchad, avec même l'appui des Français. Donc il y a eu une guerre entre Hissène Habré, il y a eu ce problème-là, Hissène Habré pendant longtemps avec la Libye au milieu. Et puis après, il y a eu Idriss Déby qui était en embuscade. Vous voyez, quand il était déjà colonel, chef d'état-major de l'armée, il avait déjà les contacts dans les réseaux français. Il est venu voir Yadema ici dans les années 89. Il est passé voir Blaise Compaoré pour qu'on le rapproche de Mitterrand de manière à ce qu'on puisse le préparer pour prendre le pouvoir. Du coup, quand Hissène Habré, qui n'était pas n'importe qui, Hissène Habré, il était diplômé de Sciences Po, il était l'un des présidents qui a fréquenté plus instruit, diplômé de Sciences Po, s'est opposé au discours de la boule de François Mitterrand en disant clairement que lui ne veut pas ouvrir le pays, le Tchad, au multipartisme. Paf, Idriss Déby est retourné en Libye, on l'a armé et il est revenu prendre le pouvoir en N'Djamena. Et depuis, il régnait en maître. Non pas parce que il a construit un État, mais il a soumis le pays par la force des armes. Et il s'est mis au service exclusif de la France. Quand la France cherche des supplétifs, quand il a créé des terroristes un peu partout, on cherche des gens pour aller donner leur poitrine. Déby dit, bon, moi, j'ai les éléments, les Tchadiens sont souvent des gens aguerris, on va aller faire la guerre pour plaire aux Français. Et en retour, la France ferme les yeux sur toutes les exactions que Déby commet et il reste au pouvoir le plus longtemps possible. En 2003, on a trouvé le pétrole au Tchad. Il y a la Banque mondiale qui a demandé de créer un fonds pour les générations futures, calqué sur le modèle norvégien ou suédois là. Mais à un moment donné, Idriss Déby a cassé le fonds, soit disant que lui avait besoin d'argent pour faire la guerre. Il a cassé tout ça. Et le pétrole n'a rien rapporté au Tchad jusqu'à ce jour. Ça enrichit le clan Déby, sa famille, ses frères et tout. Et il y a un événement qui s'est passé que les gens ignorent un peu, qui peut nous conduire à l'assassinat de Déby. Et avant l'ouverture de la campagne, Déby avait un problème avec un de ses neveux, qui s'appelle Diali, quelque chose comme ça. Celui qui sont allés pour arrêter, ils ont tué la maman. Oui. En fait, c'est son neveu. Donc, ils sont allés pour le tuer. Parce qu'il voulait se présenter aux élections. Ils avaient déjà des problèmes, il a fui, il est revenu, il voulait être candidat. Alors, ils sont allés pour l'assassiner. Les gens oublient que ils sont familiers. Il est allé pour le tuer. Le gars a été exfiltré par une unité de l'armée. Puisque quand ils sont allés, ils ne l'ont pas vu. Une unité de l'armée qui savait qu'on venait pour le tuer, l'a exfiltré. Donc quand l'autre unité est venue pour l'abattre, ils ont vu qu'il n'était pas là. Pour se venger, ils ont tué sa mère. Sa mère qui est en fait la tante de Déby. Et cette vieille-là, de 90 ans ou quoi, a pour fils adoptif plusieurs militaires qui sont dans l'entourage immédiat de Déby, dans la carte présidentielle de Déby. Alors, quand Déby, on dit qu'il est mort au front, comme Max venait de le dire, certainement que la balistique va parler, parce qu'on va extraire des balles, on va voir les balles là, elles proviennent de quel stock, est-ce que c'est les balles ennemies ou les balles du Tchad, et donc les puissances vont avoir ça. Mais si vous êtes sur un terrain d'opération et qu'on vous tire dessus, vous ne mourrez pas seul, parce que c'est un président qui va sur le terrain des opérations. Avec son équipe. Oui, est-ce qu'on a tiré sur la voiture dans laquelle il était? Est-ce qu'on a tué d'autres généraux autour de lui, d'autres officiers? Personne ne nous dit rien sûr, parce qu'on ne peut pas le flinguer lui seul dans tout ce monde-là. Il a certainement eu des rafales, si on l'a tué au front, avec des gens qui ont été atteints. Mais pour faire ce travail-là, il faut forcément qu'il y ait une faille. Qu'il ait été tué au palais ou qu'il ait été tué au front, une chose est certaine, il y a eu une faille dans les renseignements. Il y a quelqu'un qui a indiqué qu'il était à cet endroit et il fallait tirer ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Et ça me rappelle Savimbi. Par exemple, quand on cherchait Savimbi, on n'arrivait pas à la voir. Lorsque Savimbi a téléphoné avec son téléphone satellitaire, Israël a capté les ondes et a localisé l'endroit exact où il est. Il a transmis aux Américains, les Américains ont transmis au pouvoir angolais. Ils sont allés le tuer. Donc, dans cette zone-là, on venait de le dire, il y a les Américains. Parce que le Tchad est très vaste, c'est 1 284 000 km². C'est très, très, très vaste. Il y a les Américains qui sont là avec la Libye et tout, qui ont des renseignements. Il y a les Français qui sont là avec la force Barkhane qui ont des renseignements. Donc, le ciel libyen tchadien est couvert par toutes ces puissances-là qui captent les ondes et tout. Il y a certainement quelqu'un qui a donné
des informations, si tant est qu'il a été tué par les rebelles pour dire il est exactement ici, ou s'il a été tué par ses proches, il y a certainement une infiltration dans l'entourage et on a dû l'éliminer. Mais il faut comprendre une chose, quand vous venez au pouvoir par les armes, il y a une forte chance que vous finissez aussi par les armes. Déby, il y a une semaine, on faisait des émissions ici. Je vous disais, moi, mon plus grand souhait, je n'ai pas dit qu'on le tue, mais j'ai dit il faut qu'il perde le pouvoir pour que ça puisse provoquer un électrochoc dans la tête des autres dictateurs qui pensent que, parce qu'ils ont quelques fusils, ils peuvent piétiner les gens à vie. Il y a une semaine, ils étaient tous à Brazzaville. Chez l'empereur Sassou, en train de siroter les champagnes pour, je ne sais pas, lui c'est un 6e ou combien de mandats. Donc ils se sont dit tous là-bas, en se tapotant les épaules, que bon, on se trouve à N'Djamena, hein, dans une semaine on se retrouve à N'Djamena pour introniser, c'est pas... C'est après même le Congo qu'il est allé au front. Oui, c'est ça, c'est après le Congo qu'il est allé au front. Donc j'ai dit sur Facebook que en fait, l'Afrique n'a pas perdu un homme, c'est le syndicat. C'est le syndicat qui est en deuil plus leur patron Macron. Sinon, nous on n'a rien perdu. Nous on n'a perdu personne. Et donc, oui, parce que je vois les sentiments des gens. Les gens disent oui, Déby, il est ci, il est ça. Mais tout ce que ce monsieur, pendant les 30 ans de son régime, a liquidé, a tué, journalistes, hommes politiques, acteurs de la société civile, étudiants, on a massacré les gens. Les Africains, à un moment donné, tu les vois, ils agissent avec les sentiments. Ils aiment leur boulot. Quand quelqu'un tue des gens, et à un moment donné, c'est une balle perdue, il tue cette personne, dit oh, pourquoi on l'a tué? Mais lui, il tue tous les jours. Il tue même une vieille de 90 ans. Ça ne dit absolument rien à personne. Vous voyez les Blancs, ils agissent, ils sont froids, ils sont sans sentiment. Vous avez vu Macron, avec son âge là, très jeune, il débarque à N'Djamena comme un empereur, il dit oui, voilà, la constitution, vous la jetez par terre. Il y a une caricature assez intéressante, on a mis 2 cercueils, on a dit Idriss Déby dans un premier cercueil, la constitution est dans l'autre cercueil, et donc il s'en fout de la vie des Africains. Il dit, voilà, on vient adouber le petit parce que la raison militaro-sécuritaire prime sur la démocratie, sur la constitution. On vous dira que c'est la réelle politique. Ils sont froids, ils s'en foutent. Et vous voyez son ami le breton là, le nouveau Focard là, il passe sur les chaînes de télévision, il justifie les incongruités, tout ça. Ça ne nous dit absolument rien. Mais les Africains, ils sont dans les sentiments. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça? C'est pour cela que s'il faut combattre ces blancs-là, ces prédateurs-là, il faut à un moment donné parler le même langage que eux. Je ne sais pas si vous voyez. Dans les pays lusophones, et même un peu en Afrique du Sud et au Zimbabwe, les gens qui voulaient l'indépendance ont dû prendre les armes contre les colons. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il faut l'équilibre de la terreur. Mais si nous restons là, à dire, bon, on est panafricanistes, on fait des conférences, on dénonce la France, mais on n'a pas les éléments pour les faire reculer, ils ne reculeront jamais. Parce que sur le plan des armes, puisque c'est les armes aujourd'hui qui font la différence, ils sont en avance sur nous. Et ils en fournissent à leurs sous-préfets qui sont sur le continent, qui nous terrorisent. Donc il est venu avec tout le Bataclan des chefs d'État, derrière lui, le blanc est devant, les autres sont alignés. Il vient dire oui, le petit Déby prend désormais le pouvoir et nous mettons en garde toute personne qui veut déstabiliser le Tchad. Ça dit que c'est un langage très fort. Il ne le dit pas seulement pour les Tchadiens, il le dit pour tous ceux qui auront l'intention, y compris les autres puissances, qui peut-être sont aussi interviennent dans le jeu. Vous savez que le Tchad a au moins 6 pays ou 5 pays frontaliers. On a le Soudan, le Cameroun, la Centrafrique, le Nigeria, le Niger, la Libye, et tous ces pays sont instables, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Max vient de le dire, le Tchad était apparu à un moment donné comme la digue qui bloquait l'avancée des djihadistes, qui essayaient d'aider les Français. Alors, puisqu'ils ont un projet de départ, parce qu'ils sont sous pression de leur opinion nationale, ils veulent retirer un peu les troupes et refiler la patate chaude aux Africains, et comme il y a certains pays, comme en 1940, ils veulent envoyer les tirailleurs. On est dans le même schéma, ils veulent envoyer les tirailleurs pour aller, pour aller faire le travail que la France, le désordre que la France a créé dans ces pays sahéliens, veulent aller faire le travail à la place de la France, et en retour, la France va leur filer un peu d'argent et va fermer les yeux sur leurs exactions, ils vont rester au fauteuil jusqu'à vie. Beaucoup se bousculent pour aller là-bas, mais nous pensons qu'à un moment donné, il faut que les Africains prennent conscience des enjeux. Et ces enjeux-là vont au-delà des questions de constitution, tout ça. Il a dit tout à l'heure que plus on va avancer, plus les questions de liberté, il y aura des restrictions. Mais on est en train d'assister à ça. Si quelqu'un arrive pour jeter la constitution de tout un pays par-dessus bord, qu'est-ce qui reste dans ce pays-là? Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que le petit Déby dit? Qu'il ne négocie pas avec les rebelles.
Parce qu'il est dopé maintenant. Et il sait que si les rebelles veulent avancer, la force Barkhane va les bombarder. Surtout que... les stiper au pays. Oui, surtout que dans la guerre, celui qui contrôle l'espace aérien, il contrôle beaucoup de choses. Il est en haut, il regarde ceux qui sont en bas, il peut les bombarder. Donc, le Tchad, c'est symptomatique de la maladie dont souffre l'Afrique. L'Afrique qui n'a pas d'institution, l'Afrique qui n'a pas d'organisation forte, l'Afrique qui n'a pas, qui n'a pas, depuis 60 ans, on est là, on est perdu comme ça. Macron ne peut pas aller faire ça dans un pays arabe. Dans les pays arabes, je parle de l'Égypte, de l'Algérie, il ne peut pas aller faire ça là-bas. C'est pour ça que je dis il y a aussi un peu de racisme. Ce n'est pas seulement des intérêts. Oui, Chirac a dit la démocratie c'est un luxe pour les Africains. Macron marche dans la même ligne. C'est-à-dire que nous on parle des enjeux sécuritaires, vous nous parlez de démocratie. Je viens imposer le petit parce que c'est lui qu'il vous faut maintenant et il nous faut pour nous parce que nous avons un autre objectif que la démocratie. Et ça doit nous faire réfléchir. Ça doit faire réfléchir toutes les forces qui se battent pour la démocratie en Afrique, pour réorienter la lutte. Parce que si vous ne mettez pas ce paramètre dans le combat que vous menez contre les dictatures, vous irez toujours à des élections, on va vous voler, la puissance coloniale va toujours envoyer des félicitations au plus fort qui est là parce qu'il fait bien leur affaire, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et si vous avez la chance de survivre, tant mieux, sinon on va vous liquider et plus personne n'en parlera. Voilà le drame que nous renvoie ce qui s'est passé au Tchad. Mais je suis convaincu que les Tchadiens étant habitués à faire la guerre, cette affaire ne va pas finir aussi facilement que ça. Parce que à l'intérieur même du système de Déby, il y a des gens qui ne sont pas d'accord qu'on impose le fils, y compris les militaires. Et comme Déby a une ribambelle d'enfants, de neveux et tout ça là, chacun, on a découpé le pays comme un gâteau, chacun tient une partie. Est-ce qu'ils vont réussir à harmoniser leur point de vue pour pouvoir faire un bloc autour de celui qui a pris le pouvoir là? On a bien vu même qu'au Togo ici, dans une famille comme les Nyassingbe, il y a eu des flexions après, au point qu'on a dû arrêter certains pour des histoires de coups d'État. Et là-bas, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement nombreux, eux tous ont des fusils, parce qu'ils ne sont pas seulement nombreux, eux tous ont des fusils. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais les rebelles aussi menacent. Mais on verra bien. Il y a la Libye à côté, il y a un stock d'armes qui est là, il y a des armes même russes que les gens ont pris chez le général Haftar, qui sont assez efficaces, qui peuvent atteindre N'Djamena. Bon, ça va être très chaud. Et bon, nous, on va observer, on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Ferdinand, pour ce développement. Et Max, quand vendredi dernier, nous avons suivi un peu les personnalités qui étaient à l'enterrement de Déby, nous avons vu Faure-Gnassingbé aussi assis, tout juste à côté de Macron. Et nous voyons que depuis un certain moment... À la place du doyen. À la place du jeune doyen, il faut préciser ça. Nous voyons que depuis un certain moment, Faure-Gnassingbé veut jouer un rôle dans le Sahel. Oui, ça se comprend quand même. Faure-Gnassingbé est arrivé au pouvoir de façon, pas un raccourci assez facile au début, ça a chauffé un peu. Et depuis, par les élections et la fraude, il a remporté 2015 et 2020 dans des conditions totalement controversées, hein. Lui-même le sait. Et il s'est rendu compte que le Togo est facile pour lui. Il gère le Togo facilement, il domine tout le monde, il fait de la presse, de la société civile, des opposants, ce qu'il veut. Et après, il peut penser à l'international. D'où le rêve de remplacer ou de pallier un peu au vide qu'a créé Blaise Compaoré par son départ, mais aussi par la fragilisation de l'Ivoirien, hein, Ouattara, tout ça. Faure veut à la fois occuper tout ce vide-là. Et le prix à payer, c'est les militaires togolais qu'on expose partout. Et vous allez constater, ces derniers mois, le Togo a été le pays qui a perdu le plus de soldats dans le Sahel. Hein, et force s'en fout. Et je crois que ça va continuer. Ce qui a justifié déjà en partie qu'il soit reçu à l'Élysée. Parce que ça fait 4-5 ans que Faure fait tout pour être reçu. Ça fait 4 ans qu'il fait tout pour être reçu par Macron. Tous les chefs d'État de la sous-région, sans aucune exception, même le Bissau-Guinéen a été reçu. Tout le monde. Ouattara a été reçu 13 fois. Tout le monde a été reçu. Talon a été reçu déjà. Lui d'ailleurs c'est un Français. Il a été reçu par son oncle, pour son neveu lointain. Et donc tout le monde est reçu sauf Faure-Gnassingbé. Et ça l'obsédait. Et je crois que profondément pour son ego propre, on sait que c'est quelqu'un d'égocentré, hein, qui narcissiso égocentré. Pour son ego propre, ne pas avoir le petit blanc, ça peut créer quelques canulars et ça peut empêcher de dormir. Là, il a vu et on l'a rassuré. On lui a même confié une mission assez importante sur le Sahel. Et au-delà de ça,
quelques semaines après ou quelques jours après, le Tchad s'écroule et on a besoin de lui, forcément. On a besoin de lui pour ses forces, on a aussi besoin de lui parce que quoi qu'on dise, il devient un peu, et c'est ce qu'il veut aussi, une sorte de doyen. Et donc on se dit, ah, s'il y a des problèmes autour, on peut l'appeler pour intervenir et tout ça. Et je crois aussi que l'armée togolaise va devoir se repositionner. On a vu il y a quelques jours le ministre des Affaires étrangères aller porter un message spécial au Niger. Le chef d'État même est allé plusieurs fois au Niger. En décembre dernier, il a fait un tour au Niger et au Burkina Faso, les deux pays qui constituent pour lui la porte d'entrée au Sahel, on va dire. Et il est en contact permanent avec les Maliens, mais presque tous les jours. Il a déjà reçu les ministres, les chefs d'État maliens ici et tout ça. Et donc, on sent qu'il veut s'imposer. Et les Français, ça les arrange un peu de faire de la sous-traitance pour deux choses. D'abord, les Français ont déjà juré qu'ils ne vont jamais négocier avec les rebelles au nord du Mali. Ils l'ont juré devant le Parlement français. C'est plus difficile de revenir sur sa parole dans ce sens, parce qu'il y a l'extrême droite et l'extrême gauche qui vont s'agiter. Et donc Macron n'a pas envie de gérer ce volet. Il le confie à Faure Gnassingbé tranquillement pour dire, bon, discute avec les rebelles, informe-nous de ce qu'il y a, et puis nous on va appliquer ça en fonction de leurs exigences. Et c'est plus facile. Mais aussi protéger comme il peut le petit Tchadien, le petit Déby. Et donc je pense que Faure a toutes les raisons d'être content et d'être tranquille pour servir son maître. Et plus il le sait, plus il s'assure de sa longévité au pouvoir. Là, on dit qu'il peut rester jusqu'en 2030, à peu près, selon la constitution actuelle. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. À tout moment, il peut y avoir des modifications. Et personne ne pourra rien, puisque l'opposition est fragilisée, la presse muselée, la société civile indépendante est souvent corrompue. Ça va être extrêmement compliqué de lui tenir tête. Et donc, plus il aide les Français à s'asseoir sur le Sahel ou à avoir plus ou moins une fausse formule de paix là-bas, plus il est tranquille sur le Togo, il continue à régner autant qu'il voudra. Merci beaucoup, Max. Ferdinand, connaissant le défi qui se pose dans le Sahel aujourd'hui, est-ce que Faure Gnassingbé peut vraiment jouer ce rôle de médiateur? Je ne sais pas si c'est un rôle qui le dépasse. Hein. On dit que c'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan. Ils vont aller sur le terrain. Et avec son ministre des Affaires étrangères qui est le porteur des messages un peu partout. Et puis après on verra, c'est un terrain très miné. Blaise Compaoré a mis beaucoup d'années pour créer son réseau. Vous savez que Blaise Compaoré a été longtemps un pion de Kadhafi. Ce que les gens oublient de dire, puisque les gens, je ne sais pas si c'est un oubli volontaire, on oublie de dire que parmi ceux qui étaient trempés dans l'assassinat de Sankara, il y avait Kadhafi. Et il y avait Kadhafi qui avait envoyé des gens qui étaient, je ne sais pas, à Ouaga, à l'hôtel Silimandé à l'époque. Il y a des documents qui le disent. Il n'y a pas que, on a dit, il y a des mains au feu Boigny, mais il y avait Kadhafi parce qu'il y avait des frictions et Blaise avait le soutien de Kadhafi. Même Goukouni Oudé, dans une interview, l'a dit que 5 jours avant l'assassinat de Kadhafi, lui, il était là, à Ouaga, à l'hôtel Silimandé. Blaise est venu le voir parce qu'il lui, Goukouni Oudé, avait un souci avec Sankara, parce que Sankara travaillait à réconcilier les factions tchadiennes. Et Blaise est venu pour demander s'il a vu la délégation libyenne qui était là, dans le même hôtel. Et Blaise est allé voir ces Libyens-là. Et il y avait un commando qui était en Libye, qui est descendu à Ouaga. Alors, bon, et c'est quand je vois, mais Kadhafi au même niveau que Sankara, par les panafricanistes, je suis très triste, quoi. C'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste, quoi. Et moi, je ne suis pas pour l'assassinat de Kadhafi, mais je ne veux pas qu'on mélange les serviettes et les torchons. Mais il faut que les gens comprennent que Kadhafi était impliqué dans l'assassinat de Sankara. Tout comme Kadhafi a alimenté la rébellion en Côte d'Ivoire contre Gbagbo. Et les gens les mettent ensemble. Vous voyez ça? Ça n'a aucun sens. Parce que les gens ne lisent pas, ils ne se documentent pas, ils mélangent tout. Vous voyez? Parce que quelqu'un a dit un jour qu'il est contre le blanc, c'est fini, il est panafricaniste. C'est des histoires je ne sais pas. Oui. Et donc, le Sahel, c'est une zone, je l'ai dit la dernière fois dans cette émission ici, c'est une zone très complexe, sensible. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Vous voyez, le Soudan occidental. Parce qu'on est dans une bande, pour tous ceux qui ont étudié l'histoire, qui part du Soudan oriental, qui est le Soudan qu'on connaît aujourd'hui, qui est au-dessus du Tchad et tout ça, et on vient au Soudan occidental, qui est le Mali. Et donc, dans toute cette zone-là, il y a toujours eu des bandes organisées, armées, qui faisaient le trafic depuis la nuit des temps jusqu'aux indépendances et tout ce que vous savez. Mais surtout aujourd'hui, la question est encore beaucoup plus délicate, parce que aujourd'hui, il y a des enjeux énormes. Il y a l'or, il y a le trafic de migrants, il y a la drogue.
Et surtout la drogue et l'or. Surtout la drogue et l'or. Il y a beaucoup d'or dans cette zone-là. C'est la zone quand même de Kankamboussa. Il y a beaucoup d'or là-bas. Et donc les rebelles, les terroristes ont réorienté leurs objectifs aujourd'hui. Au lieu de chercher l'argent du Qatar et tout ça, ça vient quand même un peu. Mais ils font de l'exploitation de l'or pour alimenter le terrorisme. C'est pour cela que la guerre devient de plus en plus rude. Et ça provoque aussi des conflits interethniques parce que il y a l'espace à contrôler. Et quand vous voulez contrôler l'espace, vous utilisez les ethnies qui sont là sur le territoire pour contrôler l'espace. Donc il y a les problèmes entre les sédentaires et les nomades, donc les peuples contre les autres. C'est un enjeu très délicat. Et parfois, il y a même des informations qui échappent aux puissances. Les gens parfois ils ne savent pas ce qui se passe, il y a certaines choses qui les dépassent, et donc c'est un terrain assez périlleux. Moi j'aurais souhaité qu'avec le peu de moyens que nous avons dans ce pays, et qu'on a des difficultés à vivre, on n'arrive pas à goudronner nos rues, on n'arrive pas à acheter des scanners, on n'a pas d'université bien bâtie. L'argent qu'on va prendre là pour louer les avions, amener les rebelles au Togo, discuter avec eux, les terroristes, on les cache dans les hôtels et tout ça comme Blaise Compaoré le faisait, cet argent-là, on peut l'utiliser pour construire les écoles, pour développer les villages, pour faire de l'eau à boire aux gens. Parce qu'en fait, on n'aura pas un financement quelque part pour aller le faire. Si le Togo s'engage, c'est qu'il s'engage avec ses propres moyens. Peut-être la France va filer un peu d'argent, pas forcément, parce qu'il faut justifier. Donc, le Togo va dépenser son argent, parce que Blaise Compaoré dépensait l'argent du Burkina pour faire ces choses-là. C'est pour ça que Blaise aussi était dans les trafics. Vous voyez, parce que tous ces trafics-là rapportaient un peu de l'argent, et tous ces gens étaient devenus des contrebandiers, si je peux m'exprimer ainsi, vous voyez. Et donc, c'est un terrain assez délicat, et il ne faut pas perdre de vue que plus nous allons être sur les terrains d'opération, parce qu'actuellement nous sommes sur, je ne sais pas si c'est le mandat 7 ou 6, il y a une disposition de l'ONU, nous sommes des forces de paix pour le moment, on est dans la force des Nations Unies, et donc souvent les terroristes n'attaquent pas les forces des Nations Unies, parce qu'ils savent qu'ils sont protégés, parfois ils attaquent, mais pas tout le temps. Mais quand nous allons quitter ce statut-là, pour devenir des vrais belligérants, c'est-à-dire que nous allons changer de statut, on va devenir vraiment des forces qui vont lutter contre les terroristes, ça va être très chaud. Ils vont taper là-bas ici. Ils vont taper là-bas ici. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud pour nos militaires. Très chaud pour la sécurité interne. Qui je ne sais pas. Bon, je sais qu'ils sont braves, mais je ne sais pas s'ils ont... je ne sais pas. Parce que maintien de la paix, la guerre, c'est deux choses différentes. Les Tchadiens, ils sont sur le territoire parce qu'ils n'ont appris qu'à faire la guerre. Bon, est-ce que nous avons appris à faire la guerre? C'est vrai qu'on a appris à taper sur les manifestants, tout ça, et quand il y a des opposants dans les rues. Oui, mais la guerre, ce n'est pas prendre un fusil à lunettes et aller tirer sur un enfant à Petit Copé ou bien à Tomble Copé. C'est chaud. Avec les barbus qui ont les tapettes là et leurs boubous là, ils sont sur le territoire, ils connaissent là où ils sont. Donc, est-ce qu'on est prêt à aller dans ce bourbier-là? Parce que c'est un bourbier. Est-ce qu'il ne faut pas laisser la France gérer le bordel que lui-même il a semé, quitte à ce que la France perde ses hommes et que les Français demandent à leurs dirigeants des comptes, plutôt que nous, on va aller faire le sale boulot à leur place. C'est comme on est revenu dans les histoires de la guerre de 14-18 ou bien la guerre de 39-45, où nous avons fourni des supplétifs pour aller faire le travail à la place des Blancs. Vous voyez. Et donc, c'est toute une réflexion qu'il faut faire, mais nous ne sommes pas les décideurs, nous sommes des journalistes, nous on analyse les faits. Maintenant, les décideurs, c'est ceux qui tiennent le pays, c'est eux qui ont les informations, c'est eux qui ont les renseignements, c'est eux qui savent dans quoi ils sont en train d'aller. Mais nous, en tant que journalistes, on aura fait nos analyses, on aura prévenu, si jamais demain il y a des conséquences, il faut que les gens comprennent que nous avons dit qu'il ne fallait pas y aller. Oui. Merci beaucoup Ferdinand, merci messieurs, nous avons beaucoup parlé, nous allons observer une petite pause et nous revenons après.